Le désormais ex-chef d'État sud-africain a survécu à 783 chefs d'inculpation pour fraude, racket et corruption depuis la fin des années 90. Il était alors vice-président du parti au pouvoir et accusé d'avoir accepté des pots de vin dans le cadre d'un contrat d'armement public. Mais c'est bien ce vieux démon, parmi tant d'autres auxquels il avait échappé de façon miraculeuse, qui risque de rattraper celui qui a, plus de 2 décennies durant, été insubmersible. Jacob Zuma a donc été contraint de quitter ses fonctions mercredi dernier. Poussé dehors par l'ANC, il a vu en l'élection de Cyril Ramaphosa en décembre 2017 à la tête du parti la fin de son rêve de retraite paisible en 2019. Il quitte donc la présidence de la nation arc-en-ciel comme Thabo Mbeki avant lui. Mais pour autant, le départ du président Zuma règle-t-il la plupart des problèmes de l'ANC sous sa présidence? Le parti est-il reparti pour retrouver son autorité lors de la prochaine présidentielle face à l'opposition? La lutte contre la corruption, terrain sur lequel Zuma aura failli, est en tout cas la priorité des priorités pour Cyril Ramaphosa, son successeur. Le tout nouveau président peut-il effectivement incarner cette soif de lutte contre la corruption? À en croire les députés EFF conduits par Julius Malema, Zuma et Ramaphosa, c'est du pareil au même. Mais au-delà du cas sud-africain, y a-t-il des choses à retenir de cette crise et surtout de son épilogue pour les dirigeants africains en général? Afrique du Sud, démission de Jacob Zuma sous contrainte de l'ANC, au-delà de la nation arc-en-ciel. Quelles leçons pour les dirigeants africains? C'est le thème retenu pour votre émission Angle de vue qui passe au crible l'actualité sur le continent africain. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rester fidèles. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, avec nous pour en parler, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Écrivain, voilà. Vous êtes expert en communication en politique. Lamine Cissé, merci d'être sur ce plateau. Face à vous, Patrick Amompouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Jacob Zuma qui quitte son fauteuil de président en Afrique du Sud. Lamine Cissé, c'était inimaginable au vu du nombre de scandales auxquels a survécu le dirigeant. Oui, enfin, moi je m'attendais à cela. Celui qui connaît l'ANC, son parcours et les hommes qui composent ce parti, ça veut dire que ce n'est pas un parti qui est à la solde d'une seule personne. C'est un parti où c'est le militantisme, l'engagement politique, et il y a des objectifs à atteindre. Donc nous avons vu avec Thabo Mbeki également comment l'ANC s'en est pris à un moment donné. Et que depuis le début de ce scandale, l'ANC a toujours pris position. Nous savons que d'une façon progressive, nous allons arriver à ce niveau-là. Bon, j'attendais peut-être qu'ils allaient le laisser finir son mandat, mais je pense que c'est pour mieux préparer les élections prochaines, à une année des échéances, il faut prendre des décisions majeures. Voilà. Coach Pouillon, qu'est-ce qui, selon vous, a eu raison de Jacob Zuma? Le parti. Le parti, à partir du moment où d'abord il s'est battu pour que son ex-épouse gagne, parce qu'il sait que si il n'a pas la machine du parti, il sera obligé de quitter. Comme Lamine Cissé l'a dit, il avait le parti plus ou moins avec lui, puisqu'il était le chef du parti, et donc ça lui a permis d'échapper à maintes situations. La machine de l'ANC, lorsque tu l'as avec toi, c'est difficile de pouvoir t'abattre. Et donc, quand il a perdu la machine de l'ANC, et que le nouveau président, vice-président à l'époque, s'est rendu compte qu'en gardant Jacob Zuma à la tête, il va continuer par perdre des militants, pas perdre des choses. Et donc, comme l'ami Cissé l'a dit, ce n'est pas parce qu'il était trop pressé et tout ça, non. C'est que la crédibilité de sa candidature passait par le départ immédiat de Jacob Zuma, surtout qu'il a fait campagne sur cet aspect où il a annoncé la lutte contre la corruption. Tu ne peux pas annoncer la lutte contre la corruption, être président d'un parti qui laisse au pouvoir quelqu'un sur lequel il y a des scandales, sa candidature ne serait pas crédible. Il a fait ce qu'il faut pour ramener l'ordre, pour reconstituer la machine de guerre de l'ANC avant les prochaines élections. Voilà. Lamine Cissé, Jacob Zuma quitte le pouvoir, humilié, affaibli. Est-ce que c'est le sort qu'il méritait, selon vous?
Non, moi, ils ne pensent pas que ça, c'est de l'humiliation. D'autant plus que c'est les règles de jeu du parti. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il ne sera pas la personne qui va diviser l'ANC. Et qu'au stade où il préférerait partir et rester libre avec sa conscience. Mais il a été contraint de démissionner. C'est de la communication politique à haute dose parce que tout le monde sait qu'il ne serait pas parti s'il n'avait pas été rappelé par l'organe dirigeant du parti. Oui, vous savez, c'est quand vous faites partie d'une famille et que la famille, d'une façon consensuelle, vous dit faites cela et que vous le fassiez, c'est une preuve d'humilité. Il pouvait rester là, dire non, jusqu'à ce que le Parlement, oui, mais ça serait une humiliation. Mais il dit qu'il obéit à la demande de son parti de partir. Il est parti. Je crois qu'il n'est pas parti par la petite porte. Pour moi, il est sorti. C'est une leçon de moralité, n'est-ce pas, pour nos dirigeants. Voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu le laisser finir le mandat? Non. S'il finissait le mandat, l'ANC peut perdre les élections. Et donc, c'était ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne de Jacob Zuma, c'est ce qu'il incarne. Il incarne aux yeux des Sud-Africains la corruption. Donc, à partir de cet instant, laissez en griffe la corruption au pouvoir et dire après que vous voulez lutter contre la corruption, c'est difficile. Et vous voyez, quand vous faites écouter les sondages avant son départ, c'est au-delà de l'ANC que les gens disaient qu'ils veulent voir l'ANC toujours au pouvoir. Mais pour ça, il faut que l'ANC se débarrasse de Zuma. Et l'autre chose, je vous ai dit tout de suite, ce n'est pas une humiliation pour Zuma. Il ne faut pas enterrer Zuma, ce n'est pas fini. Il ne sera plus jamais président, mais Zuma n'est pas fini du tout. Surtout pour avoir accepté de démissionner et n'avoir pas été renvoyé. Je peux vous rassurer que Zuma n'est pas terminé. Et le président actuel ne peut pas penser qu'il a déjà les coups de France et qu'il s'est déjà débarrassé de Zuma. Son numéro 2 est Zuma. Son numéro 2 est Zuma. Donc ça veut dire qu'il est toujours au cœur du parti. Il va toujours avoir son mot à dire, mais dans l'ombre. Et pour la petite parenthèse, avant même que peut-être qu'il n'y aura pas question là-dessus, on a promis des choses à Zuma. On a fait semblant de ne rien promettre. C'est de la communication politique, comme vous avez dit. Mais on a promis des choses à Zuma. Zuma a obtenu des choses avant de partir. Donc à partir de cet instant, Zuma n'est pas humilié du tout. Mais il a une fin qui n'était pas celle qui était souhaitée quand il gagnait les élections passées. Oui, mais c'est-à-dire qu'à regarder le parcours de Zuma, c'est un combattant. Hein? Il s'est sacrifié pour arriver à mener l'Afrique du Sud à ce niveau-là. Bon, nous comprenons la gestion de l'État. Il y a toutes les tentatives. Et puis quand on parle de corruption, on singularise Zuma dans ce système de corruption, mais il n'est pas seul. Et si on veut s'attaquer à Zuma, on va s'attaquer à beaucoup de gens. Y compris le nouveau président. Non, bon, je n'ai pas dit ça. Y compris. Parce que quand je dis... Il y a un président et un vice-président depuis 9 ans, je ne sais pas quoi. En fait, ce que je voudrais dire est que Cyril Mafosa est un homme d'affaires très riche, il a abandonné la politique, mais ce qui veut dire qu'il a bénéficié du support de position dans le pays. Pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires avant lui qui se sont battus, ils ne se sont jamais enrichis tout très rapidement comme ça. Lui s'est enrichi, on a dit qu'il est devenu un riche homme d'affaires. Mais il y a des piliers sur lesquels il s'est appuyé pour être un riche. Moi, je dis oui, c'est normal. Parce que le sacrifice en valait la peine. C'est des gens qui ont donné leur âme, leur corps pour dire « je meurs pour le peuple ». Mais maintenant, il faut de la rectification. Parce qu'à un moment donné de la gestion euphorique de l'État, il y a quand même des velléités, n'est-ce pas, ce luxe, tout ça là, etc., dont on a été privé pendant longtemps. Mais il faut taper sur la table pour rectifier. Je crois que c'est ce que l'ANC est en train de faire. Voilà. Patrick Amopoyon, Zuma quitte le pouvoir comme Thabo Mbeki avant lui. Est-ce que cela n'est pas quand même un signe que l'après-Mandela est carrément difficile à gérer? Oui, difficile, mais je crois que le nouveau départ actuel de l'ANC est bon. Il est bon parce que, bien que ce soit de vieux hommes, ils ont compris les règles du nouveau jeu. Parce que quand la Cissé parle de rectification, c'est ce qu'ils ont commencé. Ils se sont rendus compte que, quelque part, ce n'est plus le parti de Mandela. Et il faut revenir au parti de Mandela. Ce qui fait que
tous ceux qui ont chanté victoire trop tôt avec Pretoria, Cap et autres qui ont été perdus risquent d'avoir un échec cuisant aux prochaines élections. Parce qu'ils ont relancé la machine de reconquête de l'électorat Mandela. Et je crois qu'à ce niveau, oui, Nelson Mandela est parti trop tôt. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que Nelson Mandela voulait un deuxième mandat. Mais c'est l'agitation de Thabo Mbeki qui a fait que Nelson s'est dit qu'il ne faut pas se retrouver dans des combats de leadership avec la relève, et donc il a préféré ne pas y aller. Donc, il est parti un peu trop tôt. Résultat, la machine n'est pas préparée pour l'après Mandela. On a eu Thabo Mbeki qui a dû sortir comme il est sorti, mais nous avons quelqu'un maintenant qui a compris les règles du nouveau jeu, les règles de nouvelles façons de gouverner, et qui, vous voyez, dans sa tactique à ne pas brusquer Zuma, à ne pas faire ceci, il a compris qu'il faut concilier la nouvelle et l'ancienne corde, il faut concilier, et je crois qu'il est parti pour véritablement incarner un Nelson Mandela dans les jours à suivre dans sa gouvernance. Voilà, Cyril Ramaphosa, le leader de l'ANC, a été désigné, on le sait, président, car seul candidat au poste. L'homme a choisi de surfer sur la lutte contre la corruption. Nous allons ensemble suivre l'ambiance qui a prévalu à sa désignation. I declare Cyril Ramaphosa, chef du parti au pouvoir, le Congrès national africain, est dûment élu président de la République d'Afrique du Sud, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, Mogweng Mogweng, sous les applaudissements des députés réunis en session extraordinaire. En l'absence d'un autre candidat face à Cyril Ramaphosa, Mogweng Mogweng l'a déclaré président de la République sans même procéder à un vote. Depuis son accession à la tête de l'ANC en décembre, Cyril Ramaphosa, 65 ans, tentait de se débarrasser au plus vite de Jacob Zuma, mêlé à plusieurs scandales de corruption. Je vous remercie de l'honneur que vous m'accordez en m'élisant à ce poste. Je me sens vraiment humble d'avoir eu ce grand privilège de pouvoir servir notre peuple. Les problèmes de corruption, les problèmes liés à la nécessité de redresser les entreprises publiques et sur comment on fait face à la capture d'État font partie de nos priorités. Ce sont des problèmes auxquels nous allons nous atteler, et ce vendredi, nous aurons aussi l'occasion de présenter certaines des mesures que nous prendrons. Les députés Economic Freedom Fighter, EFF, ont quitté le Parlement pour protester contre l'élection de Cyril Ramaphosa, qu'ils considèrent illégale. Cela ne peut pas être inacceptable quand Zuma viole la Constitution, et que ce soit acceptable lorsque le Parlement viole la Constitution. Nous ne sommes donc pas d'accord avec ce qui se passe au Parlement. Par conséquent, nous ne participerons pas à l'élection de ce président parce que c'est une activité illégale. Ramaphosa, qui a prêté serment dans la foulée, a promis de travailler à améliorer la vie des Sud-Africains, alors que le pays, première puissance économique du continent africain, enregistre un taux de chômage record de 27,7%. Lamine Cissé, votre réaction, notamment par rapport à la position des députés Economic Freedom Fighters, EFF de Julius Malema. Oui, mais c'est normal. Tu sais, c'est la vitalité de la démocratie. Je dis qu'en Afrique du Sud, c'est pas comme nos partis politiques où un seul homme se prévale de tout et qui décide de tout. Là-bas, il y a cette vitalité, cette action politique, cette détermination à vouloir montrer sa position par rapport à une situation. Et dans la liberté, vraiment, il faut voir le parcours de ces hommes aussi. Moi, c'est le respect que cela forge. Le parcours de ces hommes qui sont des panafricanistes, qui sont prêts à mourir pour leur peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de démocratisation. Je crois qu'il ne peut pas manquer ces problèmes-là. Mais il y va de la vitalité de la démocratie, de dire je ne suis pas d'accord parce qu'il y a cela, parce qu'il y a ceci. Patrick Amompouyon, le Parlement a en effet été reconnu coupable d'avoir
méconnu la Constitution, comme le président Jacob Zuma avant, qui, notamment dans le scandale de Nkandla, sa résidence privée, des scandales qui ont fini par l'emporter. Julius Malema et les députés estiment donc que ce Parlement ne devrait pas élire un nouveau président et que on devrait donc refondre ce Parlement avant de procéder à l'élection du président. C'est un avis tout à fait justifiable. Oui, mais si vous demandez au même Julius Malema hors des caméras, il va vous dire, bon, je devais faire mon show parce qu'on ne va pas perdre la face comme ça. Donc, en faisant son show, si demain le gars fait des gaffes, il dira, je suis le seul à avoir tiré là-dessus. Donc, juste une posture politique. Oui, et dans ces pays, ils savent jouer ça. Dans nos pays, c'est-à-dire, ils vont dire ça, ils vont croire ça, ils vont s'emballer, alors que là, il a voulu poser un acte politique pour que demain, au cas où ça devient utile d'utiliser cet acte politique, il va l'utiliser. C'est de ça que parlait tout à l'heure la ministre. C'est des vieux combattants qui savent comment on déplace les pions sur un jeu d'échecs. Il sait que là, le gars va passer comme il est à la pause et tout ça, mais il faut poser un acte politique qui peut être utile un jour et te dit, ah, j'étais le seul, nous étions le seul parti politique à attirer notre attention sur ces gaffes-là. Je crois que c'est un coup politique qui peut être utile un jour, ça ne dépasse pas ça. Julius Malema, si vous l'écoutez à la sortie, il va vous dire, il fallait faire ça. Voilà, c'est-à-dire que le jeu démocratique, le jeu même politique, on fait les choses et derrière, on se salue, on rit, on sait que c'est le jeu qui demande cela. Lamine Cissé. Mais je crois que le Parlement est en fonction. Le Parlement n'a pas son mandat à terme. Oui, le président était en fonction aussi quand la Cour constitutionnelle a reconnu que le président avait méconnu. Il a démissionné. Il dit avec effet immédiat. C'est tout. Si un président démissionne. Julius Malema estime que le Parlement aurait dû faire pareil. Non, pourquoi Pourquoi un effet d'entraînement? Pourquoi le Parlement a son rôle et que le chef d'État a son rôle? La logique Ils n'ont pas les mêmes rôles dans la nation. La logique de Julius Malema, c'est mais c'est pas à cause de l'autre violation qu'il a démissionné. Attendez. C'est un choix personnel qu'il a fait de démissionner. Attendez, c'est-à-dire que c'est pas Zuma qui a mis le Parlement là. C'est le peuple sud-africain qui a mis le Parlement là. Tout à fait, mais le reproche, laissez-moi finir, le reproche de Julius Malema, c'est que la Cour constitutionnelle a reconnu que le Parlement a méconnu la Constitution. Oui. Donc ce qui a prévalu pour l'un aurait dû prévaloir pour l'autre. C'est aussi simple que cela. Oui, mais il a reconnu qu'il a... Ça ne veut pas dire que le Parlement doit démissionner. Voilà. En quoi l'actuel président, Cyril Ramaphosa, incarne l'alternance ou pourrait incarner la lutte contre la corruption? L'homme est du sérail, l'homme a fait l'ANC, on connaît son parcours. En quoi est-ce que sa gouvernance peut trancher avec celle de Jacob Zuma? Non, pour le moment, on ne l'a pas vu impliqué dans quoi que ce soit. Ah non, il a des casseroles. Oui, mais d'accord, ils n'ont qu'à prouver cela. Mais maintenant, même si tu as des casseroles et que toi, ton sacerdoce, c'est de lutter contre la corruption, parce qu'on ne peut pas être dans un milieu, il faut être dans un milieu connaître cela. Mais bon, c'est pas lui qui... Ce qui me tranquillise, c'est pas Cyril Ramaphosa qui fait l'ANC. C'est les militants de l'ANC qui font l'ANC. Ce qui veut dire qu'on l'attend sur son action. C'est pourquoi il va faire un discours à la nation. Il faut qu'il donne des orientations précises. Donc, ce n'est pas des bénis oui qui sont à l'Assemblée nationale, des gens qui applaudissent seulement qui sont en Afrique du Sud. Ils veulent être convaincus pour continuer ou ne pas continuer avec toi. Parce que Cyril Ramaphosa, il a besoin de cela pour les échéances prochaines. Et c'est-à-dire que si nous voulons comparaître l'Afrique du Sud, le système de fonctionnement de la gouvernance, de la politique en Afrique du Sud et dans nos États ici, nous allons taper à côté. C'est totalement deux systèmes différents. Nous avons des militants, le militantisme est affirmé et vécu et actif sur le terrain en Afrique du Sud, alors que nous, c'est la politique politicienne dans nos pays qui sont actifs sur le terrain. On applaudit, on nomme. C'est lui qui va venir changer tout. Quand il dit regardez à droite, vous regardez à droite. Regardez à gauche, vous regardez à gauche. En Afrique du Sud, c'est pas ça. Voilà. Patrick Amanpoyon, dans son discours, le nouveau président s'est adressé à son camp ainsi qu'à l'opposition. Il dit vouloir travailler avec tout le monde. Sommes-nous dans la communication ou c'est effectivement un autre mode de gouvernance? Puisque on sait que le président Jacob Zuma ne négociait rien du tout avec l'opposition et chacune de ses sorties, notamment au Parlement, se transformait en pugilat. C'est pas de la communication.
Et je voudrais répondre à la question avant en quoi il peut incarner le changement. En quoi Mathieu Kérékou pouvait incarner la démocratie? Parce que le terrain a changé, parce que les règles ont changé. Même si Jacob Zuma était dans une posture d'arriver au pouvoir aujourd'hui, il ne se passerait pas ce qui s'est passé pendant tout son mandat. Le vent tourne. Ils savent lire le vent. Et donc, ce monsieur comprend, comme l'ami Cissé l'a dit, qu'aujourd'hui, la base du parti qui a le réel pouvoir ne votera pas pour quelqu'un qui n'incarne pas le changement. Exact. Donc, c'est le terrain qui commande. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Dans nos pays, à nous, en Afrique de l'Ouest principalement, jeune démocratie, nos dirigeants voient le vent aller en gauche, mais sans tête d'aller à droite. Alors qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas comme ça. Ce n'est même pas l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique australe. Vous constatez que le vent tourne, aucun fusil ne crie, il n'y a même pas de marche dans la rue, mais on arrive à faire tourner la machine. Parce que les partis politiques fonctionnent avec un militantisme qui fait que de la base, ça peut monter jusqu'à... C'est-à-dire que le changement n'est pas hors du parti. Le changement n'est pas dans l'autre camp. Dans le même camp, on peut faire le changement. Donc je crois que le président actuel, comme le président de Zimbabwe actuel, comme le président de Libéria actuel, ont compris que ce n'est pas « est-ce que je suis ?» Non, c'est que le terrain m'impose d'être. Et c'est ça qui fait que l'Afrique du Sud peut rêver d'un changement, quel que soit celui qui est au pouvoir. Et il va associer tout le monde parce qu'il sait que l'opposition est affaiblie, ne peut pas gagner les élections, mais peut faire mal depuis l'opposition. Donc, il vaut mieux les intégrer dans un système démocratique parce qu'à force de rester opposants tout le temps, ils finiront par trouver un système de faire mal au président qui est là. Voilà, il faudra encore qu'il gagne l'élection de 2019, ce qui est loin d'être acquis. L'homme a un passé trouble, notamment dans l'affaire de la tuerie de Marikana, où plusieurs mineurs ont perdu la vie. Il était dans le conseil d'administration de la société qui a géré tout ça. Est-ce que vous estimez, il a d'ailleurs demandé pardon au peuple sud-africain pour cet épisode-là de sa vie, est-ce que vous estimez ou vous pensez que les Sud-Africains peuvent lui faire confiance en 2019? Parce que une chose est d'être président de l'ANC, candidat du parti, mais une autre chose est d'aller demander l'électorat de l'Afrique du Sud et de l'avoir. Non, je remercie Claude Pognon pour sa belle analyse de la situation de l'Afrique du Sud, une analyse comparative. Mais je dis, celui qui connaît Cyril Ramaphosa sait qu'il ne va pas verser le sang d'un Sud-Africain pour le plaisir de verser. C'est parce que lui-même, il a donné son sang et son corps pour sauver l'Afrique du Sud. Mais dans la gestion gouvernementale, il y a des incidents de parcours. Je sais que là, l'Afrique du Sud ne va pas lui tenir rigueur pour cela. Mais ce qui est sûr est qu'il est sur la voie de ce qu'on appelle la rectification. Parce que l'ANC, il faut rectifier aujourd'hui. Parce que les attentes... Vous avez le taux de chômage. Vous avez dit tout à l'heure là, 27 et quelques pourcents. Oui. C'est exponentiel. Donc il faut aller vers la lutte contre la corruption pour créer des équilibres. Et cette jeunesse sud-africaine qui est formée dans le militantisme ne va pas se laisser faire. Et la pression vient de cette jeunesse également, qui ne va jamais se laisser faire. Donc Cyril Ramaphosa, moi je pense qu'il est sur le cap. Après son discours à la nation, nous allons nous asseoir pour dire qu'est-ce qu'il veut réellement faire. Mais je sais qu'il va aller vers la direction dont le peuple a besoin. Voilà. Patrick Amanpoyon, est-ce que entre diriger l'ANC, diriger et demander l'électorat sud-africain, c'est quand même deux choses différentes. Est-ce que vous pensez que Cyril Ramaphosa peut gagner les élections de 2019? Il faut comprendre ceci. Les Sud-Africains ne votent pas pour un candidat. Ils votent ANC. Mais cela est en train de changer. Les élections législatives dernières l'ont Justement, cela changeait parce qu'ils veulent qu'on les entende. On a fini par les entendre. Et on a entamé la rectification qu'ils réclament. Donc, selon vous vous oubliez que l'ANC a perdu ses partenaires.
qu'il disait, si Zuma est toujours là, nous on n'est plus partenaires. Zuma est parti, ils sont de nouveaux partenaires. Les communistes notamment. Voilà, c'est pour dire que vous allez voir le retour du ministre des Finances. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que nous sommes dans une logique où l'électorat se fâchait contre son parti. Maintenant, le parti a entamé ce qu'il demande. C'est pourquoi il dit, il faut saluer ces hommes sud-africains, zimbabwéens et autres, qui ne sont pas des hommes nouveaux, mais qui ont la sagesse d'entendre le cri du peuple, d'entendre le message du peuple. Parce que vous savez que dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest, le peuple dit à gauche, on dit non, vous n'avez pas compris. Le peuple dit à droite. Donc, eux au moins, ils ont le mérite de ne pas être suicidaires. Ils ont le mérite de ne pas aller au mur, de ne pas aller se casser la figure. Donc, à partir de l'Afrique du Sud a eu une chance. Ils avaient deux copies. Ils avaient une copie continuité, une copie changement, rectification. Le parti a eu la sagesse de voter rectification. Le président a la sagesse de comprendre que s'il ne fait pas rectification, il aura le même sort que Jacob Zuma. Donc, il ne veut pas avoir ce sort, il va faire rectification. Et dès que la rectification est faite, le peuple... Je vous dis, j'ai écouté la rue. Des gens qui disent, je ne suis pas ANC. Mais maintenant que Zuma est parti, je voterai ANC. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours les gens qui voient Nelson Mandela quand ils veulent voter. Ils ne voient pas le candidat, ils voient Nelson Mandela. Donc, il faut tenir compte de ça. Et je crois qu'on pouvait dire, si Zuma et l'ex-épouse de Zuma avaient gagné le parti, voilà, et que Zuma terminait son mandat, vous pouvez me dire que conquérir l'électorat est différent d'être président de l'ANC. Mais avec la rectification qui a commencé, l'ANC redeviendra un parti hégémonique. Nous sommes partis pour qu'il n'y ait pas alternance pendant longtemps. Ça passera donc comme lettre à la poste, selon l'analyse de Patrick Amampoyon. S'il y a une famille qui, en plus des Zuma, peut peut-être s'inquiéter, c'est la famille Gupta. Votre regard sur le timing de l'annonce de l'arrestation déjà d'un des frères Gupta dans une enquête qui a été ouverte récemment. Oui, mais moi je crois qu'il faut laisser à la justice faire le travail, parce qu'on ne peut pas toucher cette famille-là sans toucher également la famille Zuma. Tout à fait. Est-ce que les dispositions ne sont pas prises pour aller vers l'apaisement? C'est toute la question. Il a dit qu'il va lutter contre l'impunité. Bon, maintenant, c'est une boîte à Pandore. Hein? Tout à fait. Vous ouvrez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver dedans. Je crois que la sagesse, pour moi, serait pour lui de faire le cap sur la bonne gouvernance, hein? Lutter contre la corruption. Parce qu'on peut lutter contre la corruption sans pour autant aller en arrière. Et quand vous allez en arrière, vous trouvez qu'en allant en arrière, ça va compromettre beaucoup de choses. Vaut mieux faire le cap sur l'avenir, régler, assainir. Parce que la corruption, c'est les réformes. Il faut engager les réformes, il faut engager beaucoup de choses. Je crois que c'est sur ce terrain-là qu'il est attendu. Mais s'il veut diviser l'ANC par dire que bon, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, il va suffisamment arrêter. Voilà. Patrick Amampoyon, vous sembliez dire tout à l'heure que c'est le cri de cœur des militants ou des Sud-Africains qui a été entendu, mais ce cri de cœur-là demande que ceux qui ont volé des deniers publics ou qui ont trempé dans des affaires puissent rendre gorge. Est-ce que ce n'est quand même pas normal qu'on puisse demander des comptes au fils du chef de l'État s'il est trempé dans des magouilles, ou à l'ancien chef d'État s'il est trempé dans des affaires ou si sa responsabilité est établie par la justice sud-africaine? Au fait, j'ai l'habitude de constater que les Africains préfèrent créer de nouveaux problèmes en voulant régler les anciens. Tous les grands de ce monde vont vous dire qu'on ne règle jamais un problème injuste par une décision juste. Jamais, à grand jamais, il n'est possible de régler un problème injuste avec une décision juste. Vous ne pouvez pas demander à un président de démissionner. Il accepte de démissionner. Et vous le fatiguez. Quel message vous envoyez aux autres présidents à qui vous demandez de démissionner? Vous leur dites, ne démissionnez pas. Vous leur dites, tuez la population dans la rue. Mais si celui qui démissionne, on lui met la vie dure, on n'encourage pas les chefs de l'État à quitter le pouvoir
d'eux-mêmes et à laisser le pouvoir. Moi, je crois que dans cette affaire-là, il y aura quelques personnes qui vont aller en prison pour quelques mois, il y aura un peu de saupoudrage, mais comme Lamine l'a dit, si on a un conseil à donner à ce président, c'est de créer aujourd'hui les bases de la bonne gouvernance et de ne pas chercher à regarder derrière. Parce que si vous regardez derrière, je donne un exemple très simple. Si Nelson Mandela, dans sa sagesse, avait reçu une enveloppe de quelqu'un sans savoir d'où ça vient, et vous allez ouvrir la boîte de Pandore qui va trouver Nelson Mandela dans une boîte, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? C'est pour dire, écoutez, vous savez, il y a beaucoup de pays africains qui ont du mal à asseoir la démocratie à cause des boîtes de Pandore qu'on ouvre. Le Mali a ouvert tapis rouge à ATT, il est revenu. On va dire oui, on ne devait pas, on ne fait pas ceci, mais ça crée l'apaisement dans le pays. Ça créera moins de terroristes dans le pays. Donc bref, le Burkina doit se parler. Donc bref, Nelson Mandela a réussi à amener les gens à se pardonner. Je crois qu'il doit suivre les traces de Nelson Mandela, ne pas être le président de certains contre certains. Parce que oui, les gens demandent de rendre gauche, mais il y a une majorité qui sont encore Zuma. Dans cette majorité, aucun sondage n'a vérifié lequel groupe. Parce que vous voyez, il y a un groupe qui veut faire rendre gauche, il y a un groupe qui veut qu'on laisse tranquille Zuma, et il y a un groupe neutre. Vous ne savez pas dans quel camp les neutres vont basculer. Je crois que la sagesse voudrait qu'il fasse en sorte que sous son mandat, tout soit propre et qu'il ne se prête pas à chercher dans le passé. Voilà, le président Macky Sall s'est prononcé sur le départ du pouvoir de Jacob Zuma. Nous allons ensemble suivre un extrait de ses propos recueillis pour nous par notre correspondant à Dakar, Cheikh Berté. Nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud est la première économie du continent. C'est le seul pays membre du G20. C'est une fierté pour l'Afrique. Ensuite, nous nous sommes tous battus pour la fin de l'apartheid sur l'ensemble du continent et au-delà du continent africain. Donc tout ce qui touche à l'Afrique du Sud, évidemment, nous concerne directement. Évidemment, il y a des problèmes internes au sein de l'ANC, mais je pense que la sagesse va prévaloir et déjà, bon, le président ayant vu que son parti a demandé son retrait, compte tenu de l'impact du parti là-bas sur la marche des institutions, il a accepté finalement de partir. J'espère que les autres aussi sauront lui donner une sortie honorable dans le respect du travail qu'il aura mené à la suite du président Mbeki et Mbeki lui-même à la suite du président Mandela. La marche de l'État continue avec le nouveau président Cyril Ramaphosa, que je félicite, qui est aussi un homme du sérail, qui a lutté toute sa vie également au sein de l'ANC. On espère en tout cas que cette situation va être vite dépassée dans le respect évidemment des institutions sud-africaines, de l'héritage de Mandela, de l'ANC et pour l'avenir de ce pays. Lamine Cissé, votre réaction aux propos du président Macky Sall? Ma réaction, c'est de l'étonnement. C'est-à-dire que c'est une déclaration hypocrite. Comment? Mais le président Macky Sall, qu'est-ce qu'il n'a pas fait au président Wade après avoir pris le pouvoir? C'est le président Wade qui lui a mis l'escalier jusqu'au sommet, qui lui a donné toutes les opportunités. Il l'a traqué pendant 3 ans, ses enfants, ses partisans. Il est en train d'emprisonner ses opposants politiques parce que tout simplement, ils vont contre lui. D'une façon illégale. C'est celui qui parle comme ça sur le plan international. Ça ne m'impressionne pas, franchement. Voilà. Patrick Amampoyon, vous, votre réaction aux propos du président Macky Sall sur cette affaire? Les propos du président Macky Sall constituent un message fort au nouveau président de l'Afrique du Sud. Il est en train de dire indirectement le syndicat des chefs d'État ne tolérera pas une humiliation à Jacob Zuma. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Et vous avez vu, le nouveau président du Zimbabwe a eu la sagesse de comprendre ce message. Il est allé au sommet de l'Union africaine. Il a commencé son discours par « Je souhaite saluer un grand homme, Mugabe ». Et toute la salle a applaudi. Et on l'a accepté. C'est-à-dire qu'il a compris que je ne peux pas rentrer dans le cercle fermé des chefs d'État si j'humilie leurs amis. Et je crois
que c'est un message fort que Macky Sall est en train d'envoyer au président. Si vous humiliez Jacob Zuma, vous risquez d'avoir des difficultés pour entrer dans le cercle des chefs d'État. Voilà le message. Et vous voyez que ce n'est pas à l'intérieur seulement qui risque d'avoir des problèmes s'il humilie Zuma, c'est à l'intérieur comme à l'extérieur. De toutes les façons, certains vont passer sur les antennes pour demander que les corrompus aillent en prison. Je crois que comme Jésus, je demande que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à Jacob Zuma et vous allez voir que tous les politiciens vont rentrer chez eux. La reine d'Angleterre, on lui a trouvé des comptes offshore. La reine d'Angleterre, qui est née riche, qui va mourir riche, a des comptes offshore, c'est-à-dire a fraudé. Et vous allez dans ces conditions, vous voulez rentrer dans la logique de qui va aller en prison. Faisons en sorte d'installer les principes de bonne gouvernance pour éviter les corruptions. Parce que si les corruptions ont lieu déjà, encore que nous avons une sociologie propre à la corruption, dès qu'on nomme quelqu'un ministre, tout le monde veut faire enterrement dans sa poche. Donc que quelqu'un est député, tout le monde veut faire enterrement dans sa poche. Et après, on dit les corrompus, il est ceci, il est cela. Moi, je crois qu'au lieu de tout faire chasse aux sorcières, à chercher qui est corrompu, qui n'est pas, il faut créer les conditions pour que nous ayons moins de corruption. Quand vous nommez quelqu'un, donnez-lui les moyens de faire le travail. Je vous donne un exemple banal qui va faire réfléchir ceux qui veulent lutter dans, je ne sais pas contre quelle corruption. Une dame travaille à la banque du matin jusqu'au soir et compte des millions. Et le soir, elle demande à son chef d'agence de lui passer 1000 francs pour aller à la maison. Elle n'a pas 1000 francs. Et elle doit gérer les millions toute la journée. Après, on dit qu'elle a volé. C'est pour dire qu'il faut véritablement que nous revoyons. Vous voyez les banques, les gens travaillent dans les banques. On leur paie 400 000 francs par mois. Les 400 000 francs là, on leur a fait plein de prêts inutiles qu'ils ont utilisés pour acheter une grosse voiture dont ils n'ont pas besoin, une grosse maison dont ils n'ont pas besoin. Résultat, quand on enlève tout ça là, il ne reste plus rien. Et c'est celle-là qui doit gérer des millions de gens. Cessons de mettre les gens dans les conditions de vol. Le vol est un démon qui est dans tous les hommes. Chaque homme mis dans les mêmes conditions que Zuma risque de faire la même chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Zuma s'est retrouvé dans un système. Il a profité du système. Maintenant, les règles ont changé. Qui lui avait dit que les règles ont changé? Il vient de constater que les règles ont changé. Donc, il faut que nous soyons moins hypocrites en politique et que nous ne soyons pas là à jeter les pierres alors que nous-mêmes qui parlons, nous avons nos casseroles devant nous. Voici. Est-ce qu'il y a des leçons ou des enseignements à tirer de cette, pour les dirigeants africains de cette situation qui est en train de connaître son épilogue en Afrique du Sud? Oui, vous savez, il faut aussi placer les pays dans leur contexte historique et actuel. L'Afrique du Sud est passée par vérité et réconciliation sous Mandela. Mandela n'a pas voulu taper sur ceux qui ont tué des hommes, ceux qui ont massacré. Notamment avec la conduite de Desmond Tutu. Voilà. Si vous reconnaissez vos crimes, vous n'allez pas être poursuivi. Voilà, je crois que là, c'est un signe de pardon. Pour construire la nation, quand nous voulons pendant des siècles régler les problèmes maintenant, nous allons faire que le règlement des problèmes toute notre vie. Il faut savoir pardonner et marcher. Donc, dans le contexte Afrique du Sud, pour moi, nous sommes dans ce processus-là jusqu'à présent. Parce qu'il y a jusqu'à présent des Noirs qui se sentent toujours frustrés, qui pensent que, franchement, rien ne va parce que ce dont ils attendaient n'est pas encore sur place. Notamment dans les townships. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, je dis, je suis d'accord qu'on aille vers le processus et Coach Pognon a résumé. Je suis d'accord avec lui. Mais il ne faut pas... Comparaison n'est pas raison. Il y a des pays à tradition démocratique, par exemple, nos pays francophones surtout, qui a une tradition de faire comme le français fait en France et qui pense que bon, c'est avec les gros mots qu'il faut gouverner, qui pense qu'il est trop propre et qui trompe son peuple et d'une façon délibérée. Je crois que là, nous ne pouvons pas comparer l'Afrique du Sud à cela. Le contexte Afrique du Sud n'est pas le contexte bénin, n'est pas le contexte sénégalais. Donc, il faut traiter chaque pays selon son contexte. Alors, malheureusement, nous, en Afrique francophone, nous avons des chefs d'État qui sont très impopulaires et qui pensent que c'est eux qui sont les hommes qui portent les pantalons. Le peuple n'est rien, quoi, c'est eux. C'est ça, c'est cette tendance qu'il faut renverser dans nos pays. Le militantisme n'existe pas. C'est un homme qui vient à la faveur, n'est-ce pas, de la tromperie, parce qu'il a trompé le peuple se réveille pour dire « Ah bon ?» Le monsieur là a dit qu'il va construire des goudrons dans le ciel et puis des rivières sous mon lit. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu. C'est le système de tromperie là qui se passe dans nos pays. Donc c'est différent de l'Afrique du Sud où on a le militantisme exacerbé, on a l'engagement politique, on est mu par... C'est la première puissance africaine
qu'il ne faut pas ignorer. Donc, je crois qu'il ne faut pas, dans le contexte là, généraliser. Il faut le contextualiser pour faire des analyses beaucoup plus pointues. Voilà. Patrick Amopoyon, est-ce que en Afrique au sud du Sahara, par exemple, on sait que le mécanisme la mécanique, voilà, pour en venir à inquiéter le chef de l'État est totalement bloqué, voire coincé, impossible à exploiter. Est-ce que vous prônez pour quel mode de gouvernance entre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud où le parti peut décider de rappeler le président pour faute grave, quel mode de gouvernance? Ce serait bon, mais on ne peut pas arriver là tout de suite. Seulement, ce que je veux dire simplement, c'est quoi? Vous voyez, j'ai lu René Arwansou, un grand professeur d'université du Bénin, qui dit « Quelqu'un a eu 23% au premier tour. Il a eu les reports de voix, il est devenu président, et il dit « J'ai été élu sur la base des réformes. Donc, je suis autorisé par le peuple pour changer la Constitution. » Vous voyez, c'est ce raisonnement-là, c'est cette leçon-là que l'Afrique du Sud nous donne. Ne prenez pas votre logique personnelle comme la logique du peuple. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas ce mécanisme huilé qui permet qu'il y ait alternance au sommet de l'État sans qu'il y ait aucun coup de feu, sans qu'il y ait aucune violence, sans qu'il y ait aucun ceci. Nous voulons simplement que la leçon que le chef d'État doit tirer de ça, c'est que écoutez un peu votre peuple, afin de ne pas être trop éloigné de la volonté du peuple. Parce que quand le peuple se décide, rien ne l'arrête. Nous avons le cas au Bénin où Mathieu Kérékou, l'homme le plus puissant, le politique le plus puissant du Bénin, a été barré par le peuple dans sa tentative de révision de la Constitution. Nous avons le cas du Burkina, pays francophone, où le chef de l'État a été barré par le peuple. En tout cas, nous prions Dieu que le cas Zuma donne la sagesse à nos dirigeants afin qu'on n'en arrive pas au cas burkinabé dans la plupart des pays francophones d'Afrique. Lamine Cissé, votre mot de fin? Non, mon mot de fin, c'est que ce qui se passe en Afrique du Sud doit être source d'inspiration. Pour rectifier, nous, en Afrique de l'Ouest, surtout dans les pays francophones, la manière, le mode de gouvernance, qui n'est pas le mode de gouvernance conduit par le peuple, c'est le mode de gouvernance à la volonté d'un homme qui pense très populaire, mais qui n'a aucune popularité à la base. Il faut que nous changeons cette mentalité de penser que c'est le chef d'État lui-même pense que c'est lui qui doit développer le pays, alors que c'est le paysan qui cultive dans les champs qui le développe lui. Et lui, il pense que c'est lui qui développe le pays. Tu ne peux pas développer le pays, c'est le peuple qui est le plus grand développeur. Donc il faut une symbiose entre le sommet et la base, écouter les populations et preuve d'humilité pour qu'on avance. Il faut que cela prévale en Afrique de l'Ouest. Franchement. Voilà. Patrick Amopoyon, on sait aussi aujourd'hui qu'on a l'impression peut-être que la culture de la démission pourrait avoir raison d'être. Le Premier ministre éthiopien a décidé de jeter l'éponge quand il a constaté que les réformes qu'il voulait conduire, le clivage ethnique, le clivage politique dans son pays ne pouvait pas le conduire à bon port. Il a pris sa responsabilité de démissionner. Et quel est votre avis? Non, je suis fier. Je suis fier de ce qui s'est passé au Zimbabwe. Je suis fier de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je suis fier de ce qui s'est passé en Éthiopie. Et je souhaite que ce soit le cas dans nos pays où je veux faire quelque chose, le peuple n'est pas d'accord, j'estime que c'est mon choix qui est bon, je présente ma démission pour laisser l'histoire en parler, pour laisser l'histoire dire. Mais quand on s'enfonce dans le mur contre la vie du peuple, c'est dangereux. Absolument. Je crois que cette leçon, cette façon de faire où on n'humilie pas le chef, on le propose la démission, une porte plus honorable, c'est-à-dire il faut éviter d'humilier nos dirigeants, il faut leur donner une porte de sortie honorable. Je voudrais aussi dire qu'il ne sert à rien que les universités fassent des recherches et des thèses de doctorat et que ça reste dans les universités et que les gouvernants gouvernent avec autant d'ignorance, autant de mépris pour le savoir. Il faut arriver à concilier, à faire rencontrer le savoir et le pouvoir pour que nos pays soient dirigés par la sagesse. Voilà, Patrick Amopoyon, c'était votre mot de fin. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Le thème de cette émission, c'était Afrique du Sud, démission de Jacob Zuma sous contrainte de l'ANC, au-delà de la nation arc-en-ciel. Quelle leçon pour les dirigeants africains. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Sika. À très bientôt.